Et donc, je déclare qu'on lance le webinaire. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin en ligne pour un webinaire sur les sujets financement européen. Donc, je m'appelle Elliot Prel. Je travaille à la French Tech Saint-Étienne-Lyon depuis maintenant 5 ans. La French Tech Saint-Étienne-Lyon, nous faisons partie du réseau de capital French Tech, piloté par le ministère de l'Économie et des Finances, qui a pour objectif de faire en sorte que nous ayons des belles pépites françaises sur des sujets plutôt stratégiques en lien avec l'innovation. Pour cela, elle a créé un réseau de proximité dont on fait partie. Donc, nous sommes détenteurs du label Capital French Tech, ce qui nous permet de fédérer l'écosystème de l'innovation là où on est implanté et d'être le relais de la mission French Tech sur notre territoire. Très concrètement, on est une asso qui fédère l'écosystème de l'innovation avec maintenant un réseau de un peu plus de presque 700 adhérents, avec un peu plus de 600 adhérents start-up et une soixantaine, 70 à peu près, partenaires acteurs de l'innovation. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que, grâce à tout ce réseau, in fine, l'entrepreneur qui rentre à la French Tech soit bien accompagné sur tous ces sujets. Donc voilà, on a différents programmes d'accompagnement, que ce soit sur la création d'entreprise, la recherche de financement, le développement de votre start-up, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 90% de ce qu'on fait, c'est gratuit, avec notre label d'intérêt général. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous présente Tim aussi. Enchanté. Je suis Tim Olivier, je suis chargé d'animation et de développement à la French Tech Saint-Étienne-Lyon depuis maintenant décembre, donc le dernier arrivant de l'équipe. Et je suis ravi d'être parmi vous pour ce webinaire ce matin. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le webinaire financement européen pour les PME et startups innovantes. Nous sommes ravis d'avoir Julie avec nous qui a préparé ce sujet pour pouvoir vous démocratiser un peu tous ces sujets-là, vous donner un max de clés qui pourraient vous permettre de toucher ces financements qui sont à la fois accessibles, mais aussi on a du mal des fois à avoir certaines informations. L'information peut provenir en fonction des régions de différents endroits. Donc voilà, Julie nous a proposé d'intervenir pour vous décrypter un peu tous ces sujets-là. Et sans plus tarder, je lui laisse la main. Merci Elliot et bonjour à tous. Merci du coup à la French Tech, notre partenaire Lyon-Saint-Étienne pour l'organisation de cet événement. Donc j'ai pu recueillir certaines de vos attentes pour préparer ce webinaire. J'ai essayé de répondre à tous les sujets. Après, je ne pourrais pas traiter tout dans le détail en 30 minutes, mais si vous souhaitez approfondir par la suite, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, j'enchaîne ni plus ni moins. Donc, moi, je suis Julie Bisserier. Je suis chargée d'affaires Europe et projets collaboratifs chez ABF Décision, qui est une société de conseil en financement public. Notre mission, c'est d'accompagner à la détection des aides publiques, du potentiel d'aide publique aux échelons régionaux, nationaux et européens, et d'aller mobiliser ces aides, de monter les dossiers de demande d'aide, que ce soit pour des projets collaboratifs ou individuels, et de sécuriser les versements d'aide tout au long du projet en phase opérationnelle. Donc, on existe depuis plus de 23 ans, on est 160 dans 8 bureaux, et on accompagne des projets de R&D innovation, d'investissement productif, matériel, capacitaire, de transition écologique, décarbonation et d'export. Donc, on a une base de clients de référence start-up industrielle et deep tech très présente. On est multisecteur. Parmi tous ces logos, on a des sociétés, des belles pépites biotech, agritech, SaaS, IA, greentech. Et donc, grâce à, en fait, on a une capacité à être multithématique, comme nos consultants et ingénieurs ont des backgrounds scientifiques et techniques particuliers et avec chacun lot de compétences techniques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, on est reconnu comme expert par la BPI sur les financements européens et notre accompagnement peut être pris en charge en partie sur le montage des projets collaboratifs. Donc, c'est le DIAC PTI, Partenariat technologique international. Également, dans le cadre d'une candidature au montage d'un projet européen, mais plutôt individuel, donc Innovation Fund et EIC Accelerator notamment, et également en phase de levée de fonds, si vous êtes
phase de levée de fonds, il peut y avoir l'accompagnement aussi pris en charge. Et donc, globalement, en fait, nous, on facture une partie à l'entreprise et on facture l'autre partie à BPI, ce qui permet d'alléger un petit peu la trésorerie. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec un petit topo très rapide sur le fonctionnement des aides publiques. Donc, il y a 3 grandes strates, 3 grands échelons. Il y a l'Europe, les aides directes de la Commission européenne. L'Europe a son propre budget, d'ailleurs, qui a tendance à augmenter au fil des années. Voilà, principalement pour des projets de R&D collaboratifs. Et puis, ce que vous voyez, FEDER, FEADER, FSE+, FEMPA, ça, c'est un budget de l'Europe aussi, mais qui est décentralisé aux régions. C'est pas du tout ce que je vais traiter là, mais ça existe. Et les régions, du coup, ont aussi des moyens des financiers via l'Europe pour soutenir des projets. Au niveau national, on a le grand plan d'investissement France 2030 avec les 54 milliards et également tout ce qui est fiscalité de la recherche, développement, innovation. Et les régions, elles aussi, leur propre budget alloué pour différents projets de développement économique et territorial. Donc, voilà, il y a chaque strate publie ses appels à projets et octroie des aides, et c'est aussi dans cette façon-là que c'est un peu difficile à aller capter l'entièreté de ce qui existe et de comment s'y retrouver, quelle aide à aller voir en priorité. Donc, les principales formes d'aide, quand on pense à aide publique, on pense généralement aux subventions, parce que ça booste directement la trésorerie, les fonds propres, donc ça se capitalise au niveau ça se comptabilise au niveau du haut de bilan, donc c'est très intéressant, mais de plus en plus, et notamment sur les financements nationaux régionaux, il y a des mix où il y a où il y a aussi l'avance remboursable, mix subvention avance remboursable, qui peuvent être aussi tout à fait intéressants. Je ne vais pas m'attarder sur le tableau, mais en tout cas, ça vous donne aussi l'intérêt de chaque aide, les prêts également et les crédits d'impôt évidemment sur ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, JEI, tout ça. Donc, les grandes différences entre les financements nationaux et les financements européens, quand on pense financement européen, c'est de la subvention uniquement, equity dans certains cas, dans certains appels à projets. Pour les financements nationaux, comme je disais, on va retrouver de la subvention, mais également et de plus en plus du mix entre la subvention et des avances remboursables, notamment dans certains appels à projets France 2030. L'avantage des financements européens, c'est que les budgets sont sacralisés sur une période de temps donnée. Le programme Horizon Europe, c'est sur 2021-2027. Le prochain programme 4, c'est 2028-2034. Mais du coup, le budget reste le même, il n'évolue pas et les enveloppes sont allouées tout au long de ce programme. Alors que les financements nationaux et régionaux dépendent notamment des plans de loi finances et de l'instabilité politique et gouvernementale. Donc ça, c'est en fait, du coup, l'entrepreneur sait qu'en allant vers les financements européens, ça ne va pas bouger ou qu'un appel à projet ne va pas s'arrêter en cours de route. Autre avantage des financements européens, c'est que les taux de financement sont élevés. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 100% de taux de soutien. Donc, c'est super intéressant, notamment pour les projets type très recherche académique, recherche fondamentale. Alors que les financements nationaux sont quand même, les taux de financement sont soumis à la taille de l'entreprise, généralement. Plus on est petit, plus on va être aidé. Et également, ça va dépendre de la nature du projet. Si c'est de l'investissement, si c'est de la R&D, de l'innovation, etc. Dans les financements européens, ce qui est aussi très simple finalement, parce qu'on a l'image des financements européens très complexes, mais finalement, ce qui est très simple, c'est que les règles du jeu sont les mêmes pour tous, qu'on soit PME, ETI, grand groupe, asso, acteurs publics. Donc ça, c'est très clair. Il y a un appel à projet et c'est pour tout le monde est logé à la même enseigne, tandis que les financements nationaux et régionaux sont soumis à des règles, à des régimes d'aide qui vont déterminer le taux de soutien, la catégorie des dépenses éligibles et le maximum auquel on peut prétendre. Donc, et chaque appel à projet est régi par ce régime d'aide qui est généralement dans l'appel à projet, c'est une référence à une petite phrase. Il faut aller voir sur quel régime est soumis l'appel à projet pour être sûr qu'on est éligible. Donc, il y a aussi cette petite opacité qu'il faut comprendre, donc il faut percer avant de candidater pour être sûr qu'on est éligible.
Les financements européens également, on est sur, vous avez déjà certainement entendu parler, mais sur les financements régionaux nationaux, mais de la règle du 1 pour 1. Pour 1 euro de fonds propres, on va aller pouvoir chercher 1 euro d'aide publique. Il n'y a pas cette condition-là strictement sensu au financement européen. Il faut quand même démontrer une certaine capacité à mettre en œuvre le projet, mais on n'est pas conditionné à ce montant de fonds propres, ce qui peut être intéressant notamment pour certaines startups qui se lancent. L'un des revers des financements européens, c'est que les taux de succès des candidatures sont relativement faibles, parce qu'évidemment, on est ouvert à la compétition au niveau européen, et donc il y a plus de compétition, et donc les taux de succès sont plus élevés. Les taux de succès sont relativement faibles. Et après, sur les appels à projets nationaux, la sélectivité est relative en fonction des appels à projets. Si on est sur des appels à projets France 2030 très structurants, là, la compétition est très élevée, donc taux de sélection élevé aussi. Mais sur des financements régionaux, ça peut être un peu différent. Donc là aussi, il y a une certaine relativité. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir sur les financements européens, c'est que le fonctionnement, donc c'est sous forme de call, d'appel à projet, avec des temps relativement longs entre le moment où on va candidater, déposer le dossier, se faire évaluer et recevoir la subvention. Peut s'écouler quand même plus ou moins 1 an en fonction de l'appel à projet, tandis que les financements régionaux nationaux, c'est quand même un peu plus rapide, et il y a aussi la possibilité d'échanger avec les financeurs tout au long de ces process. Voilà déjà une petite synthèse de différence entre les financements nationaux et les financements régionaux, européens. Donc, par rapport au financement, là, je vais m'attarder sur le financement européen en direct de la Commission européenne. Donc, il y a un contexte qui est le suivant, c'est que on le voit, vous avez dû le voir dans les médias, c'est que il y a aujourd'hui une tendance à la baisse des financements publics français, nationaux, régionaux, et donc, et en parallèle, une montée. En tout cas, on voit qu'il y a dans le 10e plan 4 de la recherche-développement de la Commission européenne, sur le plan 2028-2034, les work programmes voient leur budget augmenter. Donc avant, on était sur 1,2 milliard de budget sur 2021-2027. Là, on passe à 1,9 milliard, ce qui suppose quoi? Là, ce qu'on voit aussi, c'est que la BPI pousse notamment de plus en plus les entreprises françaises à aller vers les financements européens, là où il y a des fonds disponibles. Et également, ça s'explique aussi au fait que la France participe à hauteur de 17,5% à ce budget-là, mais ne récupère que 12%. Du coup, encore une fois, on pousse de plus en plus ces entreprises à aller récupérer les financements que l'on met. Ça, c'est le contexte. En fait, ensuite, qu'est-ce que finance finalement la Commission européenne? Donc, toute typologie de projet, d'innovation, d'investissement, d'ingénierie et d'études, pour des acteurs publics comme privés, comme je mentionnais, et quel que soit en fait leur niveau de maturité technologique, donc les niveaux de TRL, donc de la recherche fondamentale appliquée, en passant par la recherche avancée, industrielle, le développement expérimental et la mise sur le marché. Donc en fait, il y a un continuum, au niveau de la Commission européenne, on peut se faire accompagner à chaque étape de sa maturité technologique. Et les projets financés, c'est généralement donc le développement d'une nouvelle technologie, soit l'industrialisation de cette technologie, l'adaptation de la robotique, l'implémentation, le développement d'une nouvelle IA, des sujets de décarbonation, de biotech, de santé, d'économie circulaire. Donc là, il y a les 6 grandes catégories thématiques sur lesquelles se positionne la Commission européenne. Donc, dès lors que votre projet rentre dans une de ces thématiques, il y a déjà un intérêt pour se faire financer. Ensuite, il faut savoir aussi, là je ne l'ai pas mis dans la slide, mais que la Commission européenne, elle peut lancer aussi des stratégies et des initiatives. Et comme j'ai vu qu'il y avait dans les participants pas mal d'entreprises dans le domaine du SaaS et de l'IA, par exemple, il y a la stratégie Gen AI for EU, qui se veut de booster l'adoption de l'IA pour les entreprises industrielles.
Et donc, en fait, à la fin de cette initiative, il y a plus de 30 appels européens qui vont être dédiés à l'IA générative, typiquement. Et il y a un budget alloué d'environ 700 millions d'euros et qui va inonder certains programmes européens tels que Horizon Europe, Digital Europe et même l'EIC. L'EIC Accelerator, l'EIC, l'European Innovation Council. Voilà. Donc, les programmes européens. Alors, ça, c'est une petite cartographie. Il y en a plein. Celui que l'on peut voir et qui se dénote un petit peu, notamment de par son budget, c'est le programme cadre Horizon Europe, le programme cadre pour la recherche, développement et innovation, à 95 milliards d'euros, budget qui va augmenter. Donc, c'est le grand programme cadre qui va financer des projets de R&D collaborative européens. Ensuite, il y a des programmes satellites thématiques au niveau du programme européen. Donc, il y a par exemple pour les PME innovantes, les programmes Eureka Eurostars. Pour les sujets plutôt dédiés à l'environnement, ça va être le programme LIFE. Pour les sujets dédiés à la décarbonation, Innovation Fund. Pour les projets d'innovation de rupture, ça va être l'EIC. Pour les projets très cyber où il y a Digital Europe. Les projets de défense avec des applications duales, ça va être le Fonds européen de défense. Voilà, donc il y a plusieurs thématiques. Après, par exemple, une entreprise deep tech peut à la fois regarder au sein de l'EIC un appel à projet intéressant, et également au niveau de l'Eurostars. En fait, il faut regarder son projet et voir vers quel programme on peut au mieux s'orienter. Mais en fait, il y a plein d'applications différentes. Je rentre plus donc dans l'EIC qui est très intéressant, donc European Innovation Council. Donc, il y a au sein de l'EIC, il y a plusieurs instruments pour financer la deep tech en fonction de son niveau de maturité technologique. Donc, TRL 1.4 pour le Pathfinder, TRL 3.6 pour le Transition. La nouveauté, c'est entre l'EIC Transition et l'EIC Accelerator, l'Advanced Innovation Challenge. L'EIC Accelerator, qui est généralement connu parce que c'est le Graal pour toute startup deep tech, il offre 2,5 millions en subvention et jusqu'à 10 millions d'euros d'equity et soutient le développement, la croissance des startups et PME deep tech. Là, on est vraiment en phase de mise sur le marché et de maturation technologique vers du TRL6 vers du 8. Et l'EIC STEP qui est là vraiment en phase de scale-up, pour les scale-up, phase d'industrialisation. Donc, c'est le Graal. C'est quand même le coup d'après pour les entreprises qui ont déjà pu bénéficier de financements nationaux ou européens au préalable, généralement, en France 2030 ou en financement régional. C'est très incitatif de par le niveau de subvention obtenue, mais c'est aussi très compétitif et ça va accompagner que les meilleurs. Donc, il y a vraiment une sélectivité accrue. Le taux de succès, 5% pour ce type de programme. C'est l'un des seuls programmes européens où il y a de l'hybridité dans la typologie de financement avec de la subvention et de l'equity. Et généralement, ça s'adosse aussi à une levée de fonds, principalement pour le IC Accelerator et le STEP. Donc, une série A généralement pour le IC Accelerator, une série B pour le STEP. Ensuite, un autre programme très intéressant, c'est l'Eurostars. Et ça, c'est pour des PME innovantes ambitieuses. Généralement, c'est l'appel à projet, c'est le programme européen que l'on pousse pour les entreprises, les primo-accédantes au financement européen. Parce que le consortium est light, parce que la candidature aussi est moins lourde. Et en plus de ça, c'est un fonctionnement décentralisé, puisque en fait, c'est géré par BPI, par chaque agence nationale. Et donc, en France, c'est BPI qui va octroyer le financement à l'entreprise française. L'Espagne, ça sera leur BPI local, etc. Donc, c'est très intéressant, ça va financer des projets dont le montant est environ de 1 à 1,5 million d'euros.
C'est pas thématique, donc chacun peut arriver avec sa thématique de projet. On a accompagné donc la société Écomesure pour le projet Don't Waste Fertigate vers un projet d'agriculture raisonnée pour développer justement un outil d'aide à la décision pour le suivi des plantes, de l'eau et de la fertigation, et savoir quand est-ce qu'il faut bien arroser ou bien mettre de l'engrais organique pour voir aussi la composition des plantes. Donc, c'est une typologie de projet qui a été acceptée et puis en consortium pour l'entièreté du consortium. C'était donc l'entreprise Écomesure qui est française, une entreprise bulgare et une entreprise norvégienne. Et l'entreprise française a obtenu quasiment 200 000 € de subvention pour lancer son projet dans les 2 ans à venir. Donc là, il faut garder à l'esprit que c'est un programme pour des technologies déjà matures et qui ont besoin d'accélérer leur mise sur le marché. La prochaine relève est en septembre. Donc, on est en pleine campagne en ce moment pour monter ce type de projet qui est très intéressant, encore une fois. Et qui, quand je parlais de consortium light, c'est minimum 2 partenaires de 2 pays différents. Dans la même veine, appel à projet super intéressant via Eureka. C'est un appel à projet biotech, donc c'est pour les biotechnologies. Ça vise à promouvoir du coup la collaboration internationale de la même manière que le projet Eurostars, mais pour les entreprises biotech. Et il y a plusieurs thématiques visées. À la différence de l'Eurostars où il n'y avait pas de thématique, là il y a différentes thématiques visées que j'ai mises. Bioproduction avancée, écosystème innovant, thérapie et technologie de nouvelle génération, innovation agricole et vétérinaire, ce qui est agritech, diagnostic avancé, technologie de la donnée. Donc là, le financement est un peu c'est pas de la subvention pour les entreprises françaises, mais c'est un mix avance remboursable et prêt. Voilà, et la deadline, c'est aussi en septembre, donc on est dans le très bon timing pour candidater à ce type d'appel à projet. Le programme LIFE, c'est le programme dédié à l'environnement et qui est orchestré par la CIGNA, l'Agence exécutive pour l'environnement de la Commission européenne. L'ADN du LIFE, c'est de financer des projets qui répondent à un problème environnemental identifié. Et quels sont les résultats, les solutions concrètes que l'on va mettre en place, qu'est-ce que ça va améliorer, quels sont les KPIs qui vont être retenus pour montrer qu'il y a une amélioration. Par exemple, combien d'économies d'eau on a pu réaliser, quel est l'impact sur la qualité de l'air qu'on a pu générer. Tout ce genre d'impact est très important, en tout cas, à monitorer dans ce type d'appel à projet. C'est très bien soutenu, hein, on est en taux de financement entre 60 et 95% en fonction de la nature du projet. Et il y a 4 grandes thématiques. Nature, biodiversité, pour tout ce qui va être attrait à la conservation des espèces, la protection des sites Natura 2000, par exemple. Les sujets d'économie circulaire, les sujets donc de recyclage, de réappropriation de matière, les sujets d'atténuation et adaptation au changement climatique, ce qui est une mobilité net zéro, et les transitions vers l'énergie propre. Exemple de projet financé mené par Henken qui partait donc du constat, toujours partir du constat sur un projet LIFE, qui partait du constat que l'industrie brassicole génère énormément de déchets par an, 3 millions de tonnes, quelque chose d'énorme, et en fait, ces déchets, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'en faisait rien. Et donc, du coup, ils ont voulu revaloriser ces rebuts, et notamment les drèches de brasserie, les revaloriser en protéines animales et alimentaires, et également tout ce qui était fibres, les réutiliser pour l'énergie et via la biomasse. Donc, ils ont obtenu 5,3 millions de subventions pour ce projet sur 5 ans. C'est d'ailleurs toujours en cours. Et aussi, autre information importante sur LIFE, c'est la notion de réplicabilité. Il faut que le projet aussi puisse résonner sur toute l'Europe entière, et donc qu'on fasse un premier démonstrateur et que le démonstrateur pourra être répliqué à d'autres échelles. Le programme Horizon Europe, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est donc le financement de la R&D collaborative. Je le mentionnais dès le début, mais avec un budget de 95 milliards d'euros sur 2021-2027. Ça va financer des actions
d'innovation, donc ce qui est IA, les types d'actions IA, passage à l'échelle de solutions biosources. Donc, c'est de TRL 4 à TRL 6-7 généralement. Ça va financer aussi des actions plutôt de validation de nouvelles solutions, donc plutôt quand on est sur des TRL beaucoup plus bas, entre 1 et 4. Et ça peut financer aussi des actions de coordination, ce qu'on appelle développement de compétences et formation. Et en fait, plus le projet penche vers de la recherche fondamentale, plus il va être subventionné à hauteur de 100%, et plus on se rapproche du développement d'actions d'IA, IA, Innovation Action, on est plus sur du 70%. Donc, ça reste quand même des projets hautement financés. La règle d'un projet Horizon Europe, c'est que c'est des projets collaboratifs qui nécessitent un consortium avec 3 partenaires de 3 pays différents. Ça, c'est la règle minimum. Généralement, un projet Horizon Europe, c'est 5 à 6 partenaires, même plus, je dirais 5 à 10 partenaires, et sur des budgets de 5 et 10 millions. Alors, Horizon Europe, il y a 3 grands piliers et dont un autre transverse, mais le pilier 1, c'est pour tout ce qui va être recherche académique. Pilier 2, qui est organisé selon 6 clusters, donc 6 grandes thématiques. Ça va toucher principalement des projets IA et d'innovation action et sur du TRL entre 3 et 6. Et le pilier 3, c'est tout ce qui touche l'innovation de rupture, donc l'EIC. Donc, donnée intéressante, c'est que dans Horizon Europe, donc dans les 95 milliards d'euros, 55% du budget concerne le pilier 2. C'est là, en fait, il y a plus de financement. Et dans ces 6 clusters, santé, culture, créativité, société, sécurité civile, numérique, industrie, climat, alimentation, centre commun de recherche, il y a plein d'appels à projets. Il y a un work programme par cluster, et dans ce work programme, ensuite, il peut y avoir 30 à 50 calls qui décrivent exactement ce à quoi il faut répondre. Donc, il faut pouvoir aussi identifier ce type d'appel à projet pour savoir si on y répond bien. Innovation Fund, alors c'est moins pour les startups, en tout cas c'est plus, on va dire, pour les entreprises qui veulent décarboner intensivement leurs procédés, leurs process. Très intéressant, c'est un projet individuel ou collaboratif, mais par contre les startups peuvent participer à ce type de call en tant que partenaire, par exemple. Il y a plusieurs technologies zéro émission que j'ai listées là, qui sont ciblées. Et un exemple de projet très intéressant qui a été financé par ce programme dans le captage et le stockage de CO2 dans l'industrie de la chaux. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place une première unité industrielle pour captage du CO2 dans l'usine de la chaux. Ça n'avait jamais été fait. Et ce qui est regardé très attentivement par l'Innovation Fund, ce programme, c'est la réduction des gaz à effet de serre et de combien de tonnes de CO2 on va éviter. Ça, c'est un calcul très particulier à faire, plutôt complexe, mais qui est nécessaire, en tout cas, à cette candidature. Candidature qui demande 3 mois, c'est avec des annexes financières, techniques très poussées. Et en fait, ça va financer, ce type de programme va financer principalement du CAPEX pour décarboner avec des nouvelles technologies. Les grandes étapes du montage d'un projet européen. Donc, comme je disais, il y a une multiplicité de calls. Il faut déjà bien définir dans lequel call notre projet s'inscrit le mieux. Et puis après, il y a possibilité aussi de définir des stratégies dès lors qu'il y a certains calls se recoupent. Mais voilà, bien identifier l'appel à projet, valider les critères d'éligibilité, structurer son projet aussi, le budget, si c'est plutôt CAPEX, si c'est plutôt de la R&D, si c'est du temps homme, bien savoir où vont les dépenses, quelles sont les dépenses, et aussi déjà identifier le consortium avec qui on va travailler. Parce que comme je disais, la majorité des appels à projets européens sont collaboratifs.
Monter un projet européen, c'est aussi animer un consortium, organiser et planifier des réunions de travail, élaborer les work packages de chaque partenaire du consortium, vérifier que tout le monde avance dans le même sens et à la même vitesse, définir donc qui fait quoi et rédiger ensuite la proposition globale. De manière aussi à ce qu'il y ait une vraie ligne directrice entre les work packages, entre les parties des uns et des autres. Donc, il faut éviter avant tout le patchwork. Et ensuite, il y a toute une phase de négociation quand le projet commence à être lauréat, de négociation et de contractualisation avec l'accord de consortium, le partage aussi de la valeur dans le consortium, donc de la propriété intellectuelle. Voilà, et c'est à toutes ces étapes que, en tout cas, un acteur comme ABF peut accompagner et soulager aussi une candidature à l'Europe. Quelques cas clients, je regarde aussi un peu l'heure. Donc Switch, c'est un bel exemple de start-up spécialisée dans la production d'énergie renouvelable qu'on a accompagné sur différents projets. Donc là, vous pouvez voir à différentes étapes de développement. C'est ce que je disais au début, c'est que il y a les financements européens, les financements régionaux, les financements nationaux, mais il y a généralement une continuité aussi entre chaque financement qui peut être très pertinente à faire. Et d'articuler. Donc là, on les a accompagnés sur un montage, sur leur projet de développement d'une nouvelle technologie de production d'électricité, avec l'obtention du concours Innov. Ensuite, sur un bel EIC transition pour le développement d'une nouvelle technologie de production électrique à partir de la chaleur perdue. Et en troisième projet, sur 38 mois, d'ailleurs, vous pouvez voir aussi la notion de budget, la notion de projet, sur la validation du fonctionnement de centrales osmotiques pilote en environnement réel, avec un IDEMO, France 2030. Donc, c'est trois bels appels à projets, enfin, pas forcément européens, mais collaboratifs européens et nationaux qui sont quand même sélectifs et pour un résultat obtenu pour Switch de 9,1 millions d'euros d'aide publique. Donc, Elicit Plante, une très belle biotech, une très belle réussite des biotech en Nouvelle-Aquitaine. Et là, à la fois sur un projet France 2030, structurant, et également sur un EIC accélérateur. Donc, ça, c'est une belle pépite, bel exemple de pépite qui a donc obtenu ce financement très sélectif pour le développement de sa solution à destination des cultures. Donc, les biotech sont pas mal représentées dans ce type d'appel à projet d'ailleurs. Européen. Une autre entreprise qu'on a accompagnée, qui, là, c'est très intéressant aussi. Donc, 2 succès européens sur le programme Innovation Fund et sur le programme LIFE pour 2 projets différents. Le premier pour la mise en place d'un nouveau site agrivoltaïque pour tester de nouvelles cultures et voir dans quelle mesure elles peuvent se développer, ces nouvelles cultures, et surtout décarboner. Donc là, c'était sur un Innovation Fund. Et le deuxième projet pour un LIFE, donc plutôt pour démontrer plutôt l'augmentation de la résilience des cultures grâce à l'intégration d'une technologie photovoltaïque avancée qui combine plusieurs technologies. Et ça, c'est pareil. Donc, c'est un projet, le LIFE projet sur 4 ans. Le budget du projet était de 4,3 millions. La subvention obtenue de 2,6 millions pour l'ensemble du consortium. Et dernier exemple, donc Ecomesure, j'en ai un petit peu parlé, mais l'avantage de cet appel à projet Eurostars pour Ecomesure, ça a été de diversifier son activité. C'est une entreprise qui est historiquement dans la mesure de la qualité de l'air, et grâce à l'appel à projet Eurostars, ils ont pu faire partie d'un consortium pour développer, diversifier leur activité vers la mesure pas de la qualité de l'air, mais là plutôt des données sur les plantes, du sol, de l'eau, et donc adapter leur technologie SaaS IA vers cette nouvelle champ d'application. Ça, c'est très intéressant pour eux notamment. Et donc en guise de conclusion, il me reste 2 slides. Donc un overview, là, une petite map sur ce que j'ai dit.
ce dont j'ai dit, donc ce que j'ai mentionné, avec les taux de financement, l'Eurostars, l'EIC, l'Innovation Fund, le LIFE, l'Horizon Europe, le type de financement qui est associé, le type de projet, si c'est plutôt collaboratif ou individuel, le niveau de maturité technologique de départ attendu, les taux de succès. Je disais, l'EIC, c'est très sélectif. Un programme comme Eurostars, dont la candidature est plus light, on est sur 30%, donc beaucoup plus accessible. Les entités éligibles, les calendriers, intéressants pour vous à voir. Donc pareil, en fait, généralement, sur les appels à projets européens, il y a 2 grandes relèves en mars et en septembre, en avril et en septembre. Après, il y a quelques spécificités. Et les montants cibles des projets attendus. Vous aurez les slides à la fin du webinaire. Et puis, en guise de conclusion, donc les bonnes pratiques à retenir, il faut bien anticiper les deadlines des soumissions aux appels à projets européens. On ne se lance pas dans un EIC Accelerator à 1 mois de la date de relève. Déjà parce qu'il y a une step 1 à proposer, et deuxièmement parce que c'est très lourd comme dossier. Idem pour les LIFE ou pour les Innovation Fund. Il faut investir aussi du temps aux candidatures, donc dédier une personne en tout cas qui sera clé et chef de projet de la candidature. Bien regarder l'adéquation entre le projet et l'attendu des calls. Comme je dis, il y a plein de calls, il faut vérifier celui qui correspond le mieux à son projet. S'entourer au maximum de partenaires. Quand on va à l'Europe, il faut déjà se dire qu'on va collaborer à l'international, dans la majorité des cas. Et donc, obtenir des lettres d'intention, des marques d'intérêt. Benchmarker son projet par rapport aux autres projets similaires financés, c'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est qu'il y a tous les résultats de tous les appels à projets sont publics. Donc, vous pouvez aller sur Internet, regarder sur les résultats aller sur le site de la Cinéa, regarder tous les appels à projets live qui ont été financés, regarder ceux qui correspondent peu ou prou à vos projets et regarder en quoi vous pouvez vous différencier. Consortium cohérent et interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut que le consortium soit mélangé, on va dire, entre une PME, une start-up, un grand groupe, un acteur académique, une université. Il faut qu'il soit bien organisé et il ne faut pas qu'il y ait que des PME, par exemple. Et démontrer la capacité à bien mener son projet. Comme on le disait, il n'y a pas de règle du 1 pour 1, pas 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide publique. Et donc, il faut quand même montrer qu'on a les reins solides financièrement et techniquement pour déployer le projet européen. Les erreurs à éviter, avoir une approche opportuniste des candidatures, se lancer à l'Europe, ça va prendre du temps. Donc, mieux vaut bâtir sa stratégie en amont. Ne pas être suffisamment ambitieux et raisonner uniquement à l'échelle du projet. En effet, vous avez vu les montants attendus, généralement même pour un projet Eurostars, c'est à destination des PME innovantes, ambitieuses, qui vont vraiment avoir un vrai impact sur le marché. Et donc, il ne faut pas hésiter à budgéter son projet. Proposer des projets sans besoin urgent et ou validés par le marché. Donc, généralement, il faut avoir pré-testé sa solution, que ça réponde évidemment à un besoin identifié. Bien backuper sa stratégie de propriété intellectuelle, hyper important. Et anticiper le suivi des indicateurs et des impacts une fois le projet entré en opération, puisque c'est ce qui sera demandé pour, entre autres, certains appels à projets, mais déclencher les versements. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Merci Julie. Ce que je vous propose, c'est que, étant donné qu'on n'est pas, on est une petite vingtaine, donc si vous avez une question, vous pouvez soit carrément débloquer le micro pour la poser directement, sinon on peut les prendre en commentaire. Je vérifie, mais je ne crois pas qu'il y en ait eu en commentaire, non. Donc si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait intervenir directement sur la visio. Si nous n'avons pas de questions, on considérera que Julie a été très claire. C'est clair. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour Mireille, on vous entend.
Très bien, merci. Est-ce qu'un projet de HR Tech peut rentrer dans une ou l'autre des lignes? De HR Tech, Ouais. oui, mais en fait, tout va dépendre de l'angle Donc, ça peut rentrer, par exemple, dans l'axe digital, IA. En fait, ça va dépendre de votre projet. Ok. Mais le sujet en soi n'est pas Ok. pas de complication. Oui, j'apporte une précision rapide. Il s'agit d'une IA d'assistance managériale spécialisée dans la neuroatypie au travail pour accompagner les Ouais. managers. Ouais, tout à fait. Mais en plus, comme je disais, typiquement dans l'appel à projet Eurostars, c'est pas thématique. Donc, chacun peut arriver avec son idée de projet. Et dans l'une des slides que j'avais, je sais pas si on voit toujours il y avait donc il y avait six grandes thématiques. Tout Ouais. ce qui va toucher l'IA, tout ce qui va toucher le digital est bien pris en compte par ce type d'appel à projet, typiquement. Ok. Merci. Je vous en prie. Avons-nous une autre question? Si vous êtes timide, vous pouvez la poser en... Ah, c'est tout bon, Audrey, on vous entend. Oui. Oui, comment vous voyez la suite, du coup, le prochain cadre financier pluriannuel où il n'y aura pas forcément tous ces mêmes programmes? Est-ce que vous commencez déjà à regarder, à réfléchir? Alors oui, il y a des prémices du plan annuel financier, enfin du 2028-2034. Les budgets vont augmenter, donc du coup, en fait, on va se positionner par rapport à là où il y aura le plus de budget. Comme je disais, le pilier 2 d'Horizon Europe, c'est là où il va y avoir le plus de budget. Donc, et puis sur le EIC également, il y a même des amendements qui sont en train d'être faits sur certains work programmes actuellement de l'EIC, de l'European Innovation Council. Ça bouge, mais c'est plutôt positif en tout cas pour nous, parce que comme on adresse les financements européens, on a une certaine visibilité et on sait que ça va augmenter. Donc on sait que les entreprises vont de plus en plus aller vers ce type de financement. Bonjour, j'ai également une question. Je vous en prie. Au niveau de la collaboration européenne que vous avez indiqué que parfois est nécessaire, est-ce que vous êtes à même aussi de mettre en contact ou en fait de nous aider à trouver les acteurs européens qui peuvent être intéressés à cette innovation? Tout à fait, c'est même inscrit dans nos missions d'accompagner à la recherche de partenaires. Quand on monte un consortium, on va identifier les meilleurs partenaires pour le consortium, on va identifier dans nos bases de clients installées, on a plein de partenaires qu'on peut solliciter. Les pôles de compétitivité sont des très bons relais aussi pour chercher des partenaires. On a des acteurs aussi en Europe sur qui on a des relais. Donc, oui, c'est complètement dans notre accompagnement. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Une dernière question, c'est tout bon? Pas de questions dans le chat. J'ai mis mes coordonnées, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions et s'il faut creuser des sujets un peu plus confidentiels. Eh bien, tout à fait.